Bonjour les amis, c'est Pierre et je suis de retour malgré le confinement pour une nouvelle vidéo. Après tout, la famille Bonaparte est un peu experte en confinement, n'est-ce pas? Pensons par exemple aux 6 années d'exil de Napoléon Ier sur l'île de Sainte-Hélène ou aux 5 années d'emprisonnement de Louis-Napoléon Bonaparte au fort de Ham, déjà évoquées dans une vidéo précédente. Mais revenons à nos moutons. Janvier 1851, le bras de fer se joue entre l'Assemblée nationale et le président de la République. Le pouvoir législatif, d'une part, le pouvoir exécutif, d'autre part. Un affrontement politique entre deux pouvoirs également puissants pour le contrôle de la République. L'Assemblée nationale est impopulaire. Composée de notables, elle a versé le sang en juin 1848 et a restreint le suffrage universel par peur de la montée des socialistes. Le président est un Bonaparte. Il rappelle à tous la gloire de l'épopée impériale, cette époque où la France fut la plus grande, et Louis-Napoléon y pense à cette gloire. Surtout, il apparaît comme le seul candidat capable de faire obstacle à la montée des Rouges. À droite, les légitimistes et les orléanistes sont désorganisés et n'ont pas de candidat fiable. Bonaparte est sûr d'être réélu, peut-être même sans se présenter. Or, il n'a pas le droit de se présenter. Et puis, Louis-Napoléon ne veut pas se contenter d'un mandat présidentiel de 4 années. Il aimerait au moins faire un autre mandat, voire un petit peu plus, pour pouvoir mettre en œuvre sa politique. Puisque la Constitution l'interdit, c'est simple, changeons la Constitution. Une campagne de pétition est lancée dans tout le pays, et les conseillers généraux dans tous les départements sont favorables à une modification de la Constitution qui lui permettrait de se représenter. Le 31 mai 1851, 233 parlementaires déposent à l'Assemblée nationale une demande de révision de la Constitution. Une commission est formée, dirigée par Alexis de Tocqueville, qui se montre favorable à cette réforme. C'est alors qu'entre en scène un nouvel ennemi de Louis-Napoléon, et pas des moindres. Il s'agit de Victor Hugo, qui s'exclame à l'Assemblée « Après Napoléon le Grand, nous aurions Napoléon le Petit ». Bonaparte manque le coche à une centaine de voix près. La révision constitutionnelle échoue. Le pays est définitivement bloqué. Malgré cela, il ne cessera de tenter d'autres solutions. Il a peur qu'un coup d'État tourne mal et cherche une autre issue à la crise, par exemple en voulant rétablir le suffrage universel afin d'être certain d'être réélu même sans se présenter. Encore une fois, l'Assemblée nationale rejette ce projet et se rend toujours plus impopulaire. Le président se résout alors à jouer sa dernière carte. Se ralliant à ce que Persigny et son demi-frère Morny lui réclament depuis des mois, il lance la préparation d'un coup d'État. Qui sont les conspirateurs? Persigny et Morny, évidemment les têtes pensantes. Viennent s'y ajouter des militaires, le général de Saint-Arnaud, ministre de la guerre, le général Magnan, qui commande les troupes parisiennes, et le capitaine Fleury, infidèle de longue date. Le préfet de police de Paris, Maupas, est dans le coup et les amis proches du président, comme son médecin, le docteur Conneau, et son chef de cabinet, Jean-François Mocquard, sont au courant. À la fin de l'année 1851, les choses deviennent pressantes. L'Assemblée nationale prépare, elle aussi, tout aussi illégalement, un coup de force pour destituer le président, peut-être pour remettre les Orléans sur le trône. La date du coup d'État est arrêtée. Il s'agira du 2 décembre 1851. Le 2 décembre, évidemment, anniversaire du sacre de Napoléon Ier en 1804 et du soleil d'Austerlitz de 1805. En référence à ce grand épisode de la conquête du pouvoir par Jules César que Louis-Napoléon admire, l'opération est baptisée Rubicon. Le soir du 1er décembre, on fait la fête pour détourner l'attention. Pendant ce temps, Morny prend la tête du ministère de l'Intérieur et le préfet de police de Paris fait arrêter des parlementaires ainsi qu'Adolphe Thiers et les généraux Cavaignac et Changarnier, anciens adversaires de la présidentielle. Dans la nuit, l'armée, corrompue par les conjurés, mais aussi soutien sans faille à l'ordre incarné par Bonaparte, dirigé par des fidèles, préparé psychologiquement depuis des semaines par ses chefs à l'obéissance sans faille, investit la capitale. À leur réveil, les Parisiens peuvent lire des proclamations placardées dans toutes les rues de Paris. La première de ces proclamations est un appel au peuple. Je cite « Français, la situation actuelle ne peut durer plus longtemps. L'Assemblée, qui devait être le plus ferme appui de l'ordre, est devenue un foyer de complot. Au lieu de faire des lois dans l'intérêt général, elle forge des armes pour la guerre civile. Elle attente au pouvoir que je tiens directement du peuple, elle encourage toutes les mauvaises passions, elle compromet le repos de la France. Je l'ai dissoute et je rends le peuple entier juge entre elle et moi.
Fin de citation. Nous voyons bien ici que Louis-Napoléon fait un appel au peuple français. Certains y voient de la démagogie pure et simple, et il est vrai qu'une certaine forme de populisme n'en est pas absente. Mais il se pose bien en champion du peuple, en défenseur du suffrage universel, et se présente comme le seul capable d'exercer un pouvoir qu'il tient de la souveraineté populaire. Au matin du 2 décembre, tout semble joué. Sans aucune violence, le président et ses proches, les conjurés, avec l'aide de l'armée et de la police, sont maîtres de Paris. Louis-Napoléon, accompagné de ses généraux, fait le tour de la capitale et se fait acclamer par l'armée, et la population semble accepter le coup d'État sans réagir. Mais c'était sans compter sur certains parlementaires qui décident de s'organiser pour résister à ce coup de force qui jusque-là s'était déroulé sans violence. Premier épisode, l'Assemblée est évacuée par la force des armes. Deuxième épisode, 300 parlementaires, donc moins de la moitié de l'Assemblée, se réunissent et décident de voter la mise en accusation du président pour crime de haute trahison. Légalement, ils ont évidemment raison. La Constitution interdit au président de dissoudre l'Assemblée. Mais bonjour les gars, c'est un coup d'État. Sur les 300 parlementaires, 200 sont arrêtés. Troisième épisode, les deux Victor Schœlcher, celui qui est à l'origine de l'abolition de l'esclavage en 1848, et Victor Hugo, némésis du président, organisent la résistance avec l'aide d'un appui non négligeable, le cousin de Louis-Napoléon, Napoléon Jérôme. C'est le 3 décembre que tout dérape. Alors que les différents courants politiques organisent chacun leur petite résistance de leur côté, partis de l'ordre, républicains et extrême-gauche socialistes, ce qu'on appelle les montagnards, les premières barricades sont dressées. Et c'est là qu'arrive le 4e épisode. C'est sur l'une de ces barricades que monte un député, Alphonse Baudin, qui d'après une légende tenace, mais qui reste une légende, se voit reprocher par des ouvriers de ne résister que pour défendre son indemnité parlementaire de 25 francs par jour. Baudin aurait alors prononcé ces mots « Vous allez voir comment on meurt pour 25 francs ». Rien n'atteste que ces paroles aient réellement été prononcées. Ce qui est sûr, c'est qu'une balle est alors tirée et qu'Alphonse Baudin, au sommet de sa barricade, est tué. Pendant ce temps, c'est l'incertitude. Personne ne veut se mouiller avant de voir comment la situation évolue, et le président ne peut pas former de gouvernement fiable. Morny attend le 4 décembre que l'insurrection grossisse et se décide enfin à intervenir. L'armée attaque les barricades, tuant des centaines de personnes. Alors je ne suis pas particulièrement adepte des comparaisons chiffrées lorsqu'il s'agit de vies humaines, mais cela reste 40 fois inférieur au nombre de victimes causées par les massacres républicains de juin 1848 à l'initiative du général Cavaignac. Alors oui, c'est une comparaison chiffrée, cela n'excuse sans doute pas le nombre de morts du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, mais les républicains qui passent leur temps à rappeler le violent coup d'État du président de la République, c'est un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité. Le 5 décembre, le calme est revenu. Paris est maîtrisé. Les grandes villes de France acceptent le coup d'État avec calme. Mais 5e épisode, la résistance se déplace dans les campagnes, où 27 départements voient éclater des émeutes. Alors clairement, beaucoup d'émeutiers souhaitent résister à ce coup d'État, c'est une volonté politique, mais il convient de mentionner aussi de nombreuses personnes qui cherchent surtout à régler des comptes, et qui profitent donc de ces violences pour le faire. Je vais ici citer un historien, Maurice Agulon. Vainqueur dans la capitale, le pouvoir autoritaire le fut plus aisément encore dans les départements, où quelques soulèvements républicains, souvent dans le Midi, tinrent la campagne jusqu'au 10 décembre, arrivant à contrôler quelques sous-préfectures et même une préfecture, celle de Digne. Ceux-ci attirèrent vivement l'attention par leur origine provinciale, archaïque, paysanne. On pouvait y voir un effet de la politisation des ruraux, amorcée depuis 1848 par le droit du suffrage, mais aussi une résurgence de jacquerie, économique et sociale, habilement exploitée par quelques leaders populaires. La nature exacte, en termes sociaux, idéologiques ou mentalitaires, du soulèvement populaire, là où il eut lieu, est restée un objet classique de discussion académique. Fin de citation. Toujours est-il qu'à partir du 10 décembre 1851, la résistance est écrasée. C'est ainsi que Louis-Napoléon Bonaparte ouvre une nouvelle ère pour la France, celle de la République décennale et du Second Empire. Pourtant, il s'en voudra toute sa vie d'avoir fait couler le sang des Français. Suite à son coup d'État, il dit alors « Je suis sorti de la légalité pour rentrer dans le droit ».
La citation est restée célèbre, bien que difficilement compréhensible. Pour Éric Anseau, par exemple, que je cite, il procède ici à une inversion des termes légalité et droit, puisqu'il aurait trahi le droit pour établir une nouvelle légalité. J'imagine pour ma part qu'il a voulu dire qu'il avait fait quelque chose d'illégal dans le but de rétablir un droit naturel, celui du peuple à décider de son avenir, notamment par le biais du suffrage universel. Ce suffrage universel qui, rappelez-vous, avait été supprimé par l'Assemblée. Pour assurer à son coup d'État une nouvelle base légale, qui supplanterait donc la trahison de son serment, qu'en homme d'honneur il ne se pardonne pas, un plébiscite est organisé. Celui-ci est un immense succès, et les historiens s'accordent pour dire que si beaucoup de départements sont en état de siège, c'est vrai, l'immense majorité du pays approuve alors ce maintien au pouvoir par la force. C'est à la suite de ce plébiscite que le prince-président, désormais au pouvoir pour au moins 10 années, dira « Plus de 7 millions de suffrages viennent de m'absoudre ». Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous parlerons de la suite logique du coup d'État, la marche vers l'Empire et le rétablissement de la dignité impériale en France. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer et à partager. A bientôt les amis.